Chapitre 2. Le premier jour, tout est nouveau, comme dans un vrai voyage. Nouveauté numéro 1, la maison du silence. On marche pieds nus pour ne pas réveiller les soupçons du voisin. Marcher pieds nus, on le faisait déjà avant. Ce n'est pas ça qui est à changer. La nouveauté, c'est que c'est devenu obligatoire. On descend l'escalier avec des précautions extrêmes. On évite les lattes grinçantes du parquet marquées d'une croix d'adhésive rouge par mon père. Évidemment, on ne met pas de musique. Ou bien on branche un casque, pareil pour la télé. Jaco le perroquet, le plus bavard de la terre, vit provisoirement au sous-sol, derrière une double porte, dans le noir une bonne partie du temps, pour qu'il ait plus envie de dormir que de jacasser. Il est interdit de claquer les portes, de se héler dans les étages, d'utiliser le mixeur, le sèche-linge, de bricoler. Les habitants de cette maison chantent des paroles muettes, en remuant leur tête casquée, et miment des cris de supporters devant les matchs de foot. Ils sursautent à chaque fois qu'ils se croisent dans un couloir, comme si un fantôme ou un zombie venait de surgir. Ils tressaillent quand retentisse la sonnerie du téléphone ou la sonnette extérieure. Mais on n'ouvre pas, on ne répond pas, on est en Chine. Nouveauté numéro 2, la maison invisible. Toutes les lumières sont éteintes pour qu'on ne devine pas notre présence depuis la rue. Au repas, on a le droit aux bougies. Ça fait tout de suite très romantique, très classe, très château. Mais nos ombres géantes projetées sur le mur me fichent une frousse terrible, surtout quand elles plantent fourchette et couteau disproportionnés dans une pauvre cuisse de poulet. On se croirait dans un film d'horreur. En dehors des repas, chacun a sa lampe électrique. Mon père préfère une lampe frontale pour garder les mains libres pour construire ses maquettes. Les fenêtres et les volets restent clos, sauf les Velux la journée, parce qu'ils sont découpés dans le toit et donc seulement visibles par les pigeons. Ma mère les ouvre en grand et veut qu'on se tienne dessous au moins 1 heure par jour, à cause de la vitamine D qui risque de nous manquer dans l'obscurité. Et puis, on est censé revenir bronzé de Chine, avec des marques de t-shirts, de sandales, de shorts, de lunettes de soleil. Alors, elle a fait un planning précis des séances de bronzage à tour de rôle pour nous 4, avec les vêtements adéquats. D'ailleurs, en ce moment, Flo lit dans le carré de soleil, projeté sur le plancher, en tenue de randonnée, avec une serviette de plage, où elle prend une drôle de couleur d'écrevisse. Moi, aujourd'hui, je suis une espionne. J'ai une mission ultra risquée dans la maison invisible du silence. Parvenir jusqu'au frigo et m'emparer d'un flan au caramel sans être repéré par mes 3 ennemis de toujours. L'horrible Philippus, dit le cyclope, à cause de son œil lumineux planté dans le front qui cache le poison mortel dans ses maquettes de bateaux. En fait, c'est des mini lance-vedins. Chantal la migale, qui prend l'apparence d'une femme ordinaire de 40 ans. Mais si tu la fixes, elle te désintègre du regard, puis t'emprisonne dans son écran de télé, et tu deviens ballon de match de foot pour l'éternité. Enfin, la grande Flo, cruelle chef d'une armée de fourmis rouges, planquée sous le parquet, qui te dévore vivante sur ordre de leur maîtresse. D'abord, situer l'ennemi sur le parcours. Ensuite, évaluer son pouvoir de nuire. 1. La grande Flo, étendue sur le Velux et piégée par le soleil. La chaleur et du coup sa mollesse ralentissent son temps de réaction. En plus, sa position sur le dos la rend vulnérable. Elle ne représente donc pas une menace majeure. 2. De son côté, Chantal la migale est sûrement assise dans le canapé, tournant le dos à la porte de la fenêtre pour faire face à la télé. Car je viens de vérifier, il est 11h32, heure de la retransmission d'un match de foot Roumanie-Uruguay, dans lequel la tête de sa dernière victime doit servir de ballon. Il est presque certain qu'elle ne lâche pas des yeux l'équipe roumaine à cause de la créature qu'elle aime le plus au monde, le comte Dracula, roumain de naissance. C'est le point faible de Chantal la migale. Elle a un cœur d'artichaut, hypnotisée par la télé et par l'amour, elle a peu de chance de me voir. 3. Philippus, dit le cyclope, est probablement à table devant ses maquettes de bateaux. C'est l'ennemi le plus dangereux, car il travaille dans un silence total depuis la nuit des temps. Et son ouïe est devenue plus fine que celle d'une chauve-souris. Il capte
le son de tes orteils s'enfonçant dans le tapis. Je sors de ma chambre. À pas de loup, j'approche de la grande flot qui barre le passage en évitant les lattes marquées de croix rouges. Alors je m'aperçois que sa bouche est ouverte et que sa poitrine se soulève régulièrement. Et aussitôt mon cerveau supérieur conclut. Le soleil a eu raison d'elle. L'ennemi dort. Prudence, c'est peut-être une ruse. Qui sait? Si elle ne va pas se lever d'un bond et précipiter sur moi l'armée de fourmis rouges. Je suis une ombre, un souffle d'air. Plus discrète que moi, tu meurs. Voilà, je suis passée, elle n'a pas bougé d'un cil. Maintenant, descendre pas à pas l'escalier maudit, dont une marche sur deux ouvre une trappe vers l'enfer. Juliette, l'indétectable, c'est-à-dire moi, triomphe de cette épreuve délicate. Maintenant, je m'approche lentement du canapé, dépasse la chevelure gluante de Chantal Lamigale. L'écran télé est allumé, et ce que je vois me pétrifie d'horreur. La tête du professeur McGonagall, un des piliers de l'école de Poudlard où étudie Harry Potter, roule sur l'herbe verte du terrain de foot. Je garde mon sang-froid. Je me couche, je rampe millimètre après millimètre sur le carrelage glacé, hors d'atteinte du regard désintégrateur de Chantal. Et maintenant, le défi absolu. Franchir l'espace qui sépare la table à maquette de Philippus de la porte de la cuisine. Philippus qui entend les poux sucer ton crâne, les feuilles de la plante verte pousser, l'araignée tisser sa toile, le chocolat fondre dans la casserole. Le redoutable Philippus à l'ombre, à l'ouïe incomparable. Comment faire? Tenter de passer dans son dos, plus silencieuse que le silence? On dit que Philippus peut entendre le sang battre dans tes veines. Je n'ai aucune chance. L'attaquer frontalement et tenter de l'éliminer par la ruse, comme le minuscule David triomphe de l'énorme Goliath en visant son œil unique. Pure folie. Les lance-venins entreront en action avant que je puisse esquisser le moindre geste. Mon cerveau tourne à toute allure. Et soudain, je tiens l'idée du siècle. Moi, Juliette, l'indétectable. Proposer à Philippus de partager le flanc. La gourmandise d'une arme redoutable pour transformer un ennemi en allié docile. L'associer à ma mission ultra secrète, quitte à lui céder une part du butin. Mon plan est d'une terrible audace. Je me redresse, j'inspire fort, je gonfle mes poumons, je lâche d'un coup. Et toi, tu voudrais pas une part de flanc? Mais l'énorme Philippus à l'œil blanc ne bouge pas d'un pouce. Est-il mort? Devenu sourd? Mon corps tremble et une fraction de seconde, Philippus peut m'abattre. Je suis sans défense. Dans un ultime effort, j'insiste. Alors, ô toi, le puissant Philippus, du flanc ou pas de flanc? Le cyclope se retourne lentement. Son œil blanc balaye l'espace. M'éblouit, il ouvre sa grande gueule et dit d'une voix fluette. Bah, bof, Juju, j'ai pas trop faim. Je dois faire une tête vraiment consternée parce qu'il fronce les sourcils et demande. Quoi, ma puce? Y a un truc qui va pas? Je secoue la tête en soufflant, je me traîne jusqu'au frigo, j'attrape un flanc que je retourne dans une petite assiette. Y a pas à dire, mon père, des fois, il est nul. Après l'entraînement au silence et à l'invisibilité, les choses sérieuses commencent. On a dit qu'on partait en Chine. Eh ben alors il va falloir y aller. C'est le début de l'opération. Tu n'y as pas mis les pieds, mais tu es incollable. Le titre est de moi. Avec ma sœur sous la couette, on a listé tous les trucs qu'on connaît sur la Chine. Les nouilles, les nems, les rouleaux de printemps, le riz cantonné, les champignons noirs, le nougat au sésame, les litchis au sirop, les pousses de bambou au beurre, le poulet à la citronnelle, le porc au caramel, les boules de coco. Toi, a dit Flo en secouant la tête, tu vas trop au resto chinois. C'est vrai, j'adore les restos chinois. Alors j'ai réfléchi, j'ai fermé les yeux. Les kimonos? C'est japonais, a répondu Flo sans daigner lever les yeux de son magazine. Les bambous? Ah oui, je sais, les pandas. Ouais.
Et tout d'un coup, je me suis rappelé le dessin animé en 3D que j'ai vu 10 fois au moins avec cette fille qui se fait passer pour un homme et combat contre les Huns dans l'armée chinoise. Mulan. Hein? A dit Flo, les sourcils froncés. Bah oui, le film. Mulan. La chinoise qui ne veut pas se marier et fugue une nuit pour... Et aussitôt, je me suis interrompue, parce qu'évidemment, Mulan ne doit pas franchement passionner une fille de 14 ans. En fait, je ne sais pas grand-chose sur la Chine. J'ai vraiment du boulot si je veux jouer la menteuse parfaite à la rentrée. Flo a soupiré, puis d'un coup, refermant son magazine, a lancé. La grande muraille, banane. Mais oui, c'est vrai, même qu'on peut la voir depuis la Lune. Les rizières, les pagodes, les vélos, la soie, le thé. Il n'y a pas à dire, Flo est plus forte que moi. Heureusement, ma mère a préparé tout ce qu'il faut pour que ces deux filles soient à la hauteur de ses ambitions. D'abord, on a des guides touristiques de la Chine. Des avec photos, sans photos, reproduction de plans de ville, avec suggestion d'itinéraire pour une semaine, 2 semaines ou même un mois, entre adultes ou avec les enfants. Nous, c'est un mois qu'on part. Ma mère a décidé qu'on ferait exactement ce qui est marqué dans la section du guide, un mois en Chine en famille. On a aussi des cartes de Chine. Mon père les déplie et les punaises dans le couloir. Les chambres, le salon, les toilettes, des cartes du pays entier et puis des bouts de cartes, celles des régions traversées par la famille Pomerol pour qu'on retienne des noms de villes, des fleuves, des chaînes de montagnes. Sur la carte, ma mère a tracé notre périple au marqueur rouge. 6500 kilomètres de Hong Kong à Pékin en passant par la campagne, les petites villes de l'intérieur, en avion, en voiture, en train, même à pied pour les journées de randonnée. Ma mère a tracé des ronds noirs pour figurer les étapes. Yangshuo, Dali, Lijuan, Kunming, Chengdu. Notez le nombre de jours sous chacune d'elles, se trompant tout le temps, comptant une fois 25 jours de voyage, en tout, une autre fois 35, et pas les 28 jours prévus initialement. On doit tomber pile sur 28 jours. Ou bien on finira par être démasqué. Bizarre ces gens qui se trompent sur la durée de leurs vacances. Alors, sur les cartes, il y a aussi du blanco et du stylo bille baveux pour corriger les erreurs de calcul. C'est dommage parce que les cartes, c'est vachement beau. Autour de la carte, il y a des images imprimées sur Internet pour qu'on se souvienne des paysages. Franchement, cette organisation, c'est du travail de pro. Devant la carte des toilettes, je ne suis plus espionne, je suis une aventurière. Avec des cheveux pleins de poussière, un sac à dos moitié déchiré, des marques de bronzage et de crasse parce que je suis obsédée par la route. Marcher, marcher, pas s'arrêter, se laver et se changer, c'est pour les maniaques. Moi, je parcours les vallées, les déserts, les villes, sans faire de pause. Mon seul but, c'est d'atteindre la mer de Chine, à l'autre bout du pays, le morceau bleu à l'est de la carte. Et je ne fais même plus attention aux morsures de scorpions. Dis donc Juliette, tu comptes sortir de là dans combien de temps? Je ferai mon chemin dans les rizières de Longji, des kilomètres d'eau à mimmoler et des sangsues dans mes chaussures. Devant moi, les rizières font des miroirs immenses où se reflète le ciel changeant. C'est le mois d'août, donc la mousson. Il a cessé de pleuvoir, mais malgré les 33 degrés ambiants, je ne sèche pas. L'air est trop humide. Je suis les courbes des rizières étagées. Elles font des lacets hyper serrés qui suivent le contour des montagnes, larges à leurs pieds, toutes rétrécies en haut. Je suis toute seule, sauf une silhouette qui se penche là-bas sur les nappes d'eau et des oiseaux qui tournent loin au-dessus de ma tête. Oh, Juliette Pomerol. Maintenant, je traverse Hong Kong. Je suis toujours dans les toilettes. Maintenant, je traverse Hong Kong. C'est une forêt de gratte-ciel qui fait de l'ombre comme une forêt d'arbres. La nuit tombe, des millions de lumières allument les fenêtres. Des millions de gens vivent et travaillent derrière ces fenêtres et mangent des millions de tonnes de nouilles sautées aux crevettes. Mes semelles se décollent. J'ai 250 boutons de moustiques sur les jambes qui me démangent à mort à cause des rizières traversées avant. Mais ça m'est bien égal, parce que je n'ai jamais rien vu d'aussi beau que cette jungle de béton et de verre. Je vais au marché de nuit, de Temple Street. J'achète des litchis à un marchand de fruits. C'est mon unique repas de la journée. Juliette, je te jure que si tu sors pas d'ici, je te fais des chatouilles jusqu'à ce que tu me supplies d'arrêter à genoux en me léchant les orteils un par un. Les aventurières sont des incompris. La petite vessie de ma sœur interrompt mon périple solitaire à l'autre bout du monde.
Je remonte mon pantalon, je boucle ma ceinture, les yeux rivés sur ce bout de carte de Chine où il n'y a rien, pas un nom de ville, juste une énorme tache brune, vide, où s'arrondit le mot Himalaya. Je sais que l'Himalaya, c'est la plus haute chaîne de montagnes du monde et qu'hélas, ma mère ne l'a pas prévu dans le voyage. Juliette l'aventurière s'y rendra seule. Plus tard, rien n'arrêtera sa volonté et s'il faut... Juliette, tu ouvres ou je fais pipi par terre. Oh, c'est bon, je tire la chasse d'eau, j'ouvre la porte. Flo se précipite sur les toilettes en se tenant le ventre. Eh ben, c'est pas trop tôt. Soudain, je pense à Jaco. Pauvre bête. Participe même pas au mensonge, lui. Il ne rêve pas devant une carte, il n'apprend pas de mots nouveaux, il ne se projette pas dans des images de paysages magnifiques où il pourrait voler par-dessus les rizières, les gratte-ciels, la forêt de pierre de Kunming, écouter l'écho de ses jacasseries en pleine nature, en plein silence. Ça me fait de la peine de le savoir tout seul dans le noir. Pour rien. Je vais à la cuisine sur la pointe des pieds. Je pique des chips à la crevette et je descends au sous-sol. J'allume l'halogène, progressivement pour ne pas éblouir Jaco. Mais plongé dans le noir total depuis des heures, le perroquet s'affole et se met à pousser des cris affreux. Et moi, terrifiée à l'idée que ses piaillements soient entendus dehors, je me précipite sur lui et mets la main devant son bec pour le faire taire. Quelle idiote, il me mord. Alors c'est moi qui hurle, et lui hurle pareillement, m'imitant comme tout perroquet qui se respecte, battant follement des ailes, si bien que je n'ai pas d'autre idée que de courir vers l'interrupteur, éteindre brutalement la lumière, fermer les portes et remonter l'escalier en tenant mon index blessé. Je trouve ma mère sur le palier. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, tu saignes ma chérie. C'est ce perroquet de malheur. Tais-toi, Jaco, il va nous faire prendre cette andouille à plumes. On va te soigner, ma Juju. Viens mettre la main sous l'eau. Et tandis que ma mère déroule un pansement sur la coupure, je me dis que ce serait un miracle qu'aucun voisin n'ait entendu le vacarme de la cave. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous. Je pense à vous très fort. Et je vous lirai la suite demain. Ciao, ciao.